Eddy Camille Koto est enseignant de français, il est psychopédagogue, il est sur notre plateau. Monsieur Koto, bonjour. Bonjour, monsieur Alvin. Bienvenue sur Actu Matin. Merci, bonjour. On va parler un peu, de la bonne santé, s'il fallait le dire ainsi, de l'école béninoise. Alors, depuis 1960, l'école ne semble pas vraiment tenir le bon bout pour une école qui forme de hauts cadres et de fonctionnaires. Pourtant, on a l'impression que rien ne met personne dans le pays. Qu'est-ce qui peut expliquer ainsi une si profonde dégradation de l'école? Je n'exagère pas, on a vu des images de manque d'infrastructure, on a vu quand même des communiqués faire appel à des retraités alors que des jeunes sont encore là pour pouvoir faire quand même le job. Il faut dire que l'école est en difficulté. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Merci. L'école béninoise, hélas, est en difficulté, est toujours en difficulté. On ne dira pas que les gouvernements qui se sont succédés depuis 1960 n'ont rien fait. Juste que la projection à long terme n'a pas toujours été le cheval de bataille des uns et des autres, si bien que il y a des actions qui se mènent par un pouvoir et dès qu'un autre pouvoir arrive, voilà, c'est d'autres personnes qui prennent la main. Et comme le dirait l'écrivain, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Ce n'est pas forcément... Chez nous, c'est le contraire. Bon, je ne dirais pas que c'est le contraire, mais ce n'est pas forcément le constat qui se fait dans l'école au sein du système éducatif béninois. Si bien que les cadres se relayant, les réformes aussi se transforment ou se succèdent sans forcément s'inscrit dans la même dynamique, dans la même logique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en principe, on devrait avoir, à côté du programme d'action, par exemple, d'un gouvernement, on devrait avoir aussi le projet de société. Le projet de société qui recadre un peu les différents secteurs de notre pays. Oui, mais on a des programmes sur 10 ans, on a des programmes quinquennaux, les programmes, malheureusement, ce qu'on attend de l'école. Malheureusement, ces programmes ne sont pas toujours mis en œuvre. J'en veux pour preuve le plan sectoriel de l'éducation post-2015, qui actuellement est déjà entre griffes, bon, les gens l'ont dit, caduque, parce que dépassé, alors que les dispositions de ce plan sectoriel n'ont même pas été mises en œuvre comme cela se devrait, pour espérer qu'il y ait un changement qualitatif et quantitatif. Donc, en réalité, nous écrivons beaucoup, nous décidons beaucoup, nous faisons beaucoup de projections, mais dans la mise en œuvre, oui, peu d'action, malheureusement. Et c'est ce qui fait que l'école stagne. Vous avez parlé, vous avez évoqué le cas des retraités à qui on est en train de faire appel pour revenir à la craie. C'est bien dommage qu'on en arrive là. Et gouverner, c'est prévoir, dira l'autre aussi. Malheureusement, nous ne prévoyons pas suffisamment. Et puis, parlant des retraités de façon spécifique, je pense que la réforme intervenue il y a 3 ou 4 ans déjà de l'aspirana au niveau des enseignements maternels, primaires et secondaires, oui, 5 ans, cette réforme n'a pas encore été prise par le bon bout. Sans quoi, si cela avait été fait, pardon, on ne serait pas en train de recourir aux compétences des retraités, des personnes qui ont déjà servi l'État béninois pendant 30 ans, alors que dans le même temps, des jeunes sont là, peut-être pas suffisamment compétents, je ne le dis pas, je le dis avec les gants, mais il y en a quand même qui sont compétents parce qu'ils ont été déclarés, par exemple, au lendemain des tests voilà, auxquels ils ont été soumis. Il y en a qui ont été déclarés compétents, qui sont dans la base de données, mais qui jusque-là ne sont pas déployés. Et puis, ça fait réfléchir quand même qu'on soit en train de stagner parce que l'école a quand même beaucoup de défis à relever. Et quand on retourne vers la loi d'orientation 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale, cette loi dispose dans son article 1er que l'école est la première priorité de l'État. Ça veut dire que même si tous les autres secteurs ne recevaient pas la même attention, l'école doit pouvoir recevoir parce que c'est à l'école qu'on forme les magistrats, c'est à l'école qu'on forme les médecins, c'est à l'école qu'on forme les ingénieurs, les journalistes comme vous, que nous aimons si bien, c'est à l'école aussi qu'on les forme. Et donc, l'école doit être prise très au sérieux. Ce qui malheureusement n'est pas le cas. Et ce qu'on évoque le moins, en tout cas quand on fait le diagnostic, c'est le financement véritablement de l'école. Parce que réellement, quand on voit de près, c'est le manque de moyens qui fait que l'école est encore dans cette situation. D'où viennent les sous qui gèrent actuellement ou qui alimentent ou qui font fonctionner l'école aujourd'hui? Les sous viennent de plusieurs niveaux. Il faut dire qu'il y a les partenaires techniques et financiers, mais avant les partenaires techniques et financiers, il y a le budget national. Donc le budget national gère, comment dire, les sous qui sont utilisés dans les différentes écoles du Bénin. Et je peux dire par exemple que quand on considère l'année scolaire 2023 qui est en train de s'achever, et si mes
chiffres qui s'est achevé sont notamment, bons, qui s'est achevé et que l'autre a commencé. 168 milliards ont été destinés à l'enseignement primaire et maternel. 189 milliards pour le secondaire et 85 milliards pour le supérieur. Mais en dehors du budget national qui permet de recruter les enseignants, de les former, de construire des infrastructures, on parle aussi des cantines scolaires depuis peu qui ont été rénovées. Donc, à partir de l'équipement aussi, la prise en charge salariale, tout ça est investi dans l'école, pas à travers le budget national. Mais il y a que l'État est accompagné par les partenaires techniques et financiers. Et là, nous avons par exemple l'UNESCO, nous avons le partenariat mondial pour l'éducation PME, nous avons l'Agence française de développement, on a l'UNICEF, on a les autres pays aussi qui viennent, le Japon, la Corée, l'Union européenne, voilà, qui viennent spontanément soutenir l'éducation au Bénin. Mais en dehors de ces deux éléments, il y a aussi que les structures privées, il faut le reconnaître, les écoles privées laïques et confessionnelles accompagnent aussi l'État dans la gestion du système éducatif, parce que c'est dit dans l'article 2 de la loi 2003-17 qui donne possibilité à ces institutions-là d'accompagner l'État dans la formation et la scolarisation des enfants du Bénin. Il y a les parents d'élèves aussi qui contribuent aussi, il faut le dire, même si voilà, au système forcément, parce qu'ils engrangent beaucoup de moyens, ils investissent dans la formation de leurs enfants, ils payent le matériel didactique, les documents dont ils ont besoin, la scolarité aussi. Et par ailleurs, il y a les collectivités locales qui accompagnent dans une certaine mesure aussi l'État. Et puis plus loin, il y a ces personnes-là qui ne sont pas forcément liées à une structure étatique ou privée, qui ne sont même pas au Bénin, mais qui de loin accompagnent aussi l'éducation. Oui, j'en veux pour preuve Madame Enia Loco, qui est au Canada, au Québec, qui a une structure. Et ils ont une association Partage la Science. Je crois qu'ils ont investi depuis quelques années déjà au CG3 ou 2 de Ouida, au CG1 de Niki, au CG1 de Lokosa, au CG1 de Nati Tengu. Ils ont donné de façon bénévole, elles s'associent avec des jeunes Canadiens et des Béninois aussi, qui mobilisent les énergies pour aller récupérer dans les écoles des matériels didactiques, des livres, des équipements de laboratoire. Oui, des ONG aussi qui le font. Et donc, cette structure, par exemple, a déjà équipé plusieurs écoles. Donc, des gens spontanément le font aussi pour accompagner l'État dans la mise en œuvre de sa politique éducative. Mais toujours est-il que jusque-là... C'est clair, le constat il est là. Ça ne couvre pas les besoins. Oui. On a quand même un aspect positif de ces interventions. C'est curieux quand même que les différents milliards investis n'arrivent pas à résorber les problèmes. Oui, c'est curieux parce que, comme je l'ai dit, nous ne faisons pas véritablement, peut-être qu'on le fait, mais qu'on ne met pas en jeu toutes les ressources, aussi bien humaines, financières, matérielles, et même les ressources au niveau du suivi, évaluation, pour espérer que dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, l'école aurait quitté un stade A à un stade B. Parce que c'est curieux quand même, effectivement, que à partir du budget général de l'État qui est voté chaque année, on se rend compte que c'est des milliards investis dans l'éducation. Et malheureusement, il y a encore des écoles chez nous qui sont sans laboratoire, qui sont sans bibliothèque, qui sont sous les arbres, sans infrastructures. Et même celles qui disposent d'infrastructures ne sont pas suffisamment équipées. Si bien qu'aujourd'hui, on sont encore en train de faire venir les enfants à l'école les mercredis après-midi ou les samedis en matinée, parce qu'il y a manque de ou insuffisance de salles de classe, ça pose un problème. Et puis on se demande, bon, mais depuis ces 30 dernières années, je réduis un peu le délai en partant de la conférence des forces vives de la nation. Qu'est-ce que nous avons fait de l'école pour qu'en 2023, nous continuons toujours d'essuyer les mêmes difficultés qu'hier. Et là, nous parlons de la maternelle, du primaire, du secondaire. Quand vous allez à l'université, le mal est encore plus dangereux. Est-ce qu'il ne faut pas craindre justement pour la qualité de l'école, dès lors qu'on voit un peu que l'État, dans tout ce qui est apporté à l'école, l'État a une part relativement réduite pour ce qui est des investissements financiers directement. Parce que qui donne l'argent vous contrôle. Malheureusement, c'est ça. Et en fond, on dira, mais l'onifien pas chez nous. C'est la personne qui détient la farine de maïs et qui est le patron de la pâte. Malheureusement, c'est ça. Mais il faut dire qu'il y a toujours un cahier de charges, où il y a toujours des accords qui sont signés par rapport aux partenaires techniques et financiers. Quand ces personnes-là ou ces structures-là investissent dans l'éducation, il y a des clauses qui sont établies avec l'État central parce que l'État est quand même souverain
Et les dépenses liées à l'éducation sont des dépenses aussi de souveraineté. J'ai envie de sourire. Non, bon, ça peut faire sourire, mais il faut dire que ce n'est pas parce que nous recevons de l'aide extérieure qu'on permet que tout soit fait. Mais il y a beaucoup de programmes d'inoculation, d'intervention qui changent radicalement ou totalement la physionomie de ce qui est enseigné dans les salles de classe. La dernière polémique, c'est lié par exemple, je dois dire, à cette affaire d'homosexualité. Comment est-ce qu'on peut comprendre toutes ces introductions? Je pense que l'introduction de l'homosexualité, là c'est une parenthèse que nous ouvrons. Rapidement, oui. L'introduction de l'homosexualité ne relève pas, jusqu'à preuve du contraire, d'une orientation d'un partenaire technique et financier. Ah oui? Vous savez, aujourd'hui, nous pensons que l'homosexualité, il ne faut pas en parler. Nous pensons que c'est pourrir le cerveau de nos enfants que d'en parler dans les écoles. Mais en dehors de la famille qui est le premier noyau nucléaire, quand on parle d'éducation, c'est l'école qui vient tout de suite. Et il y a des réalités aujourd'hui qui nous frappent de plein fouet parce qu'on a longtemps fermé les yeux là-dessus. J'en veux pour preuve la cybercriminalité. Pas plus tard qu'hier, j'ai lu que 14 cybercriminels ont été mis derrière les verrous. À qui la faute? C'est à nous tous. La responsabilité. C'est parce qu'on n'en a pas parlé à l'école. Parce qu'on a suffisamment eu le temps d'en parler, mais on a fermé les yeux là-dessus. On a pensé que c'était un moindre mal. Et je dis aujourd'hui, parlant d'homosexualité, il y a des réalités que nos enfants maîtrisent mieux que nous. À cause de l'avènement des réseaux sociaux, des médias sociaux, de la télévision et autres, les enfants sont même plus vite au parfum de certaines réalités que nous autres. Et puis, en parlant de cette réalité à l'école, ce n'est pas qu'on en fait l'apologie, mais c'est qu'on prévient les risques. Nous, hier, et puis quand les gens disent que ça n'existe, je souris, je dis, l'école doit éduquer. Et l'école est un éveilleur de conscience. On va revenir à notre sujet. Oui. Et puis revenons à notre sujet. Je vois que vous êtes très parti à porter. Peut-être qu'on pourrait se donner rendez-vous pour évoquer spécifiquement ce cas-là. Ce serait avec plaisir. Je n'en fais pas l'apologie pour mettre une... Je ne fais pas l'apologie de cette pratique que nous dénonçons, qui ne fait même pas partie de notre culture sociologique. Mais je pense qu'il faut en parler pour prévenir les déviances. Et puis revenons à notre sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que les gens qui nous financent nous téléguident. Absolument. Ce n'est pas entièrement faux. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est la Constitution de la République du Bénin, la loi 90-032, revue par celle de 2019, novembre 2019, qui déjà en son article 1er et 5e tiret, dit que la langue officielle retenue en République du Bénin, c'est le français. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui faire un combat avec le français. Il vaut mieux penser à l'introduction de nos langues nationales, parce que je le dis parce que les personnes qui nous financent ont dit à un moment donné que c'est parce que justement ce sont les Occidentaux, que c'est leur langue qui nous est imposée. Ce n'est pas faux. Mais aujourd'hui, il faut être objectif et se demander si nous pouvons nous départir totalement du français et émerger. Je ne pense pas que la problématique soit là. C'est qu'il faut plutôt encourager l'introduction de nos langues nationales dans le système éducatif. Et puis, il y a que les dispositions ont été prises quand même par la loi 2003-17 portant orientation de l'éducation nationale qui voudrait que les langues nationales constituent d'abord des véhicules, des matières à enseigner et ensuite véhicules de connaissances. Mais est-ce que nous en sommes là? Qu'est-ce qu'on en fait? Depuis plusieurs années, on parle de l'alphabétisation et malheureusement, il se fait que là encore, c'est les partenaires qui viennent financer. On va qu'on ne pas sortir. Il vaut mieux penser à d'autres sources de financement de notre école, non? Et sortir carrément partenaires techniques et financiers qui visiblement, même avec leur présence, on n'a pas de solution à notre école. Malheureusement, nous ne pouvons pas du jour au lendemain sortir carrément de ce carcan-là. C'est un peu difficile parce que vous l'avez dit, imaginez que ces partenaires techniques et financiers ne nous accompagnaient pas du tout. Ce serait ça nous aurait permis de prendre les problèmes par les cornes, conscience de l'ampleur de notre problème et d'y faire face. Non, ce n'est pas faux, mais aujourd'hui l'UNESCO est quand même Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, la structure qui chapeaute l'éducation dans tous les pays, qui accompagne les pays. Et puis la question qu'on se pose par ailleurs par rapport à votre interrogation, c'est que quand les gens nous financent, quelle est la contrepartie? Quelles sont les conditions? Voilà, les conditions, on ne les maîtrise pas. C'est comme des bénévoles, des gentils hommes qui viennent avec beaucoup de valeurs. Et puis on s'interroge, les gens qui vous donnent des milliards chaque année. C'est curieux. Est-ce que c'est toujours de gaieté de cœur? Est-ce que c'est toujours gratuitement que ça se fait? Mais alors, quelle source de financement possible? Parlant de sources de financement, je voudrais dire aussi, les gens qui nous financent, au-delà de la langue qui nous est peut-être imposée, il y a leur culture,
Et vous avez évoqué un aspect sur lequel je ne voudrais pas revenir, mais j'avoue qu'il y a quand même des consensus qui se font et qui mettent l'État toujours dans sa position de force pour ne pas tolérer, pour contrôler un peu ce qui se fait. Parlant de sources de financement, je voudrais dire que déjà il faut rappeler que cette possibilité que nous avons de recevoir du financement de l'extérieur ne nous permet pas toujours de mettre en œuvre tout ce que nous avons envie d'accomplir ou d'expérimenter dans notre pays. Oui, il y a que parfois on est limité par les ambitions, il y a que l'offre éducative n'est pas totalement en phase avec les réalités de notre pays. La preuve, aujourd'hui on crie chômage parce que les matières classiques qui continuent d'être enseignées aussi bien au collège qu'au supérieur ne répondent pas toujours ou ne répondent plus forcément à la réalité des besoins du marché de l'emploi. Et je voudrais dire, les sources de financement, il faut que l'État puisse améliorer le budget national qui est alloué à l'éducation, au système éducatif, qu'on parte de l'enseignement maternel jusqu'au supérieur, en passant par le primaire et le secondaire. Et puis j'ai souvent pensé à un fonds spécial qui pourrait être dédié à la restauration de l'école béninoise. Je parle de fonds pour la restauration de l'école béninoise, un fonds qui pourra permettre à l'État de faire un appel de fonds à chaque année. Je pense au 24 janvier, par exemple, qui est la journée mondiale de l'éducation. On pourrait dédier cette journée à la recherche de financement. Ça va revenir au même, non? Cette recherche de financement, non, du tout pas. Je parle des Béninois d'ici et de la diaspora qui pourraient financer, parce que il faut l'avouer, les Béninois, je pense que nous avons de l'argent. Ah ouais? Nous avons, non, quand nous, je ne demande pas d'accroître les impôts, les taxes, mais je pense que les Béninois ont de l'argent à mettre à disposition de l'école pour que l'école puisse briller à nouveau. Et donc, qu'on fasse un appel de fonds, un peu comme un téléthon qui sera organisé tous les 24 janvier pour permettre aux Béninois d'ici et d'ailleurs de contribuer à élever un peu le niveau de l'éducation, en dehors de ce que les parents font déjà. Il faut le reconnaître, les parents font beaucoup pour soutenir l'éducation. Les écoles privées, laïques et confessionnelles le font aussi. Et malheureusement, il se fait que ces écoles ne bénéficient pas toujours de l'accompagnement de l'État qui a été quand même prévu par la Constitution. Qui a été prévu un financement ou plutôt une subvention qui devait leur être allouée pour leur permettre de souffler un peu. Ce n'est pas toujours évident. Le fonds, il fonctionne comment? On mobilise les énergies? Oui, on mobilise les énergies, les ressources aussi bien financières que matérielles. On les mobilise. On peut demander, on peut faire une liste par exemple des besoins sur les 5 prochaines années, et dès qu'un citoyen est capable de donner une table, il se prononce le jour-là. Dès qu'un citoyen est capable de construire un module de classe, il se prononce. Comme Brice Simpson, l'ancien recteur, l'a fait à l'université en direct. Les autorités politico-administratives ont pu donner de l'argent. Même les Béninois, les paysans, les artisans, les fonctionnaires de tous ordres ont donné de l'argent pour soutenir l'éducation. Et puis au-delà, je pense aussi aux GSM, qui, il faut l'avouer, engrange quand même beaucoup de ressources dans le pays, parce qu'il n'arrive pas un seul jour où vous ne rechargez pas votre téléphone. Ce n'est pas que je les pointe du doigt, mais je pense qu'ils peuvent aussi accompagner. Je pense au port autonome de Cotonou, qui est quand même le poumon de l'économie béninoise. Je pense à l'aéroport qui connaît beaucoup de différentes structures qui peuvent accompagner en dehors des ONG qui font aussi beaucoup, en dehors des collectivités locales qui le font aussi beaucoup. Et puis je voudrais finir avec l'esprit de sacrifice qu'on doit pouvoir remarquer. Parce que quand on analyse un peu aussi les salaires politiques chez nous, on se demande, à quel moment qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est très important entre la politique et l'école? Oui, c'est la question légitime qui vient à l'esprit. Les politiques chez nous doivent avoir à l'esprit que quand on devient politicien, on est d'abord appelé à servir la nation et non se servir. Et parce que j'ai connu des ministres sous d'autres yeux, j'ai connu des ministres qui allaient, à leur lieu de travail, au ministère, avec un moyen de transport en commun ou à vélo, voilà. Des ministres qui n'ont pas forcément des salaires. Parce que chez nous, le mythe, c'est qu'on ne connaît pas forcément les salaires de nos dirigeants. Et puis, on se demande comment faire pour que la répartition équitable des richesses soit chose effective chez nous. Et je voudrais que beaucoup de Béninois puissent abonder dans le même sens que celle dont j'ai parlé, partage la science de Mme Enialoko. Merci beaucoup à vous et Camille Dikoto. Je rappelle que vous êtes enseignant. Merci d'être passé sur l'Actu Matin, parler du financement de l'école. Bonne journée. Merci. On fait la pause.